Yassine Zidane, je suis inspecteur d'éducation. Je fais dans la formation des enseignants, je suis consultant HCA, mais aussi infographiste et je m'intéresse aux plateformes numériques. Voilà. Donc, scientifiquement parlant, parce il y a à chaque fois des théories lorsqu'on parle d'origine de langue, on sait seulement des choses comme quoi il y a l'apparentement des langues, les familles de langues et les familles les plus connues. Il y a les familles indo-européennes, il y a la famille afro-asiatique qu'on appelle caméto-sémitique. D'ailleurs, c'est un concept que de nombreux linguistes ils contestent, puisque la majorité des familles de langues sont basées sur des géographies, alors que le cas mythosémitique est sur une descendance ethnique. Donc c'est pour ça on parle plus, lorsqu'on aborde la question scientifiquement, on parle de l'afro-asiatique que du cas mythosémitique. Il y a des linguistes, des historiens de la linguistique, ils parlent d'origine afro-asiatique dans le sens où les premières recherches qu'on disait, Ibn Khaldoun par exemple, il parlait de Ham et de Sam, etc., qui sont les descendants de Noé. Et puis, les langues se sont diversifiées à travers les deux géniteurs qui sont Sam, qui a donné les langues sémitiques, la langue arabe, l'hébreu, le, le, les langues assyriaques, etc. Et le Kamitique qui a donné essentiellement le berbère, de l'Afrique du Nord, le coptique en Égypte, mais aussi le couchitique d'Éthiopie, etc. Et aussi, ces deux versants, donc l'afro-asiatique, il y a un substrat commun euh, qui, qui est un fond commun pour ces nombreuses langues. C'est pour ça ils ont un même apparentement, mais il y a certaines je dirais, origines. Euh, on parle plus de racines. Certains mots, certaines racines qui sont identiques, que ce soit en berbère ou en arabe, ou soit dans les langues sémitiques ou les langues kamitiques. C'est l'exemple, par exemple, Acham, pour dire Khaïma en langue arabe. Même si aujourd'hui, en sémantique, il y a une nuance, Khaïma, ce n'est plus la maison, mais c'est plus la tente. Mais à l'origine, lorsqu'on parlait d'art, d'urbanisme, etc., le Khaïma, donc c'était la maison, comme les Berbères. Donc, il y a beaucoup de similitudes dans les langues caméto-sémitiques. C'est pour ça que les gens disent que cette origine est de l'arabe, ou les Arabes, des fois, ils pensent que lorsqu'ils disent un mot qui est attesté dans les langues berbères, ils te disent, blé, ce n'est pas de l'arabe, mais c'est un emprunt du berbère. Alors que je disais qu'il y a un fond commun, malgré les milliers d'années, il y a ce fond commun caméto-sémitique. La langue amazigh qu'on supposait aussi, parce qu'on supposait qu'il y avait une seule langue amazigh et qui a donné ces multitudes d'accents, ces multitudes de variétés linguistiques. C'est la raison par laquelle le berbère aujourd'hui est présent à travers des variétés qu'on nomme des fois de dialectes. C'est que depuis l'histoire, d'abord, il n'y avait pas des institutions d'unification ou de normalisation de langue. Il y a aussi l'immensité de l'Afrique du Nord et le déplacement des populations amazighes, berbères. Le manque de communication, surtout la rupture de communication, a fait que chaque berbère, chaque langue, chaque variété berbère, elle a été évoluée, je dirais évoluer différemment, d'une manière différente, et surtout aussi le contact avec, pour le berbère du Nord, le contact avec d'autres civilisations.
Parce que depuis l'histoire, les Berbères qui sont, je dirais, qui sont minimes. On n'avait pas des millions. Il y a 2000 ans, 3000 ans, les Berbères étaient des dizaines de milliers. C'était pas des millions. Donc, on faisait face chaque fois à des campagnes de colonisation, que ce soit du nord ou ailleurs. Donc, on a été victime donc de campagnes de colonisation, que ce soit par les Romains, que ce soit par les Vandales, par les Byzantins, etc. Et la présence des Romains ou d'autres populations avec les Berbères, ce contact berbéro, je dirais barbare, dans le sens qui ne sont pas d'origine locale, endogène. Donc ces contacts ont donné lieu à des frictions phonétiques, donc à des réalisations qui n'ont jamais été auparavant étaient dans le système phonologique berbère. Par exemple, l'aspérantisation, c'est un phénomène très connu en linguistique, en phonétique phonologie, puisque la langue amazigh, comme disait la majorité des, des spécialistes de la langue amazigh, c'est une langue occlusive. Les linguistes peuvent comprendre ces trucs, mais il y a des sons spirants aujourd'hui avec lesquels d'autres variétés comme le touareg, etc., ne peuvent pas, puisque le touareg, comme il a été confiné dans la région sahélo-saharienne et n'a pas été influencé par ces campagnes de colonisation. C'est pour ça le Touareg, il reste le seul berbère qui n'a pas eu d'influence exogène dans son système phonologique. Donc, ceci dit qu'il y a dans ces variétés amazigh, donc il y a une unité importante et la diversité se pose sur le problème, sur le lexique et sur la phonétique. Ces contacts avec d'autres civilisations et d'autres langues, ils étaient peut-être bénéfiques, je dirais bénéfiques pour la langue berbère, puisque la langue berbère s'est accommodée d'abord par un lexique externe qui est ajouté directement au substrat lexical de la langue amazigh, mais aussi d'avoir d'autres sons qui ne sont pas déjà origines dans le système phonologique berbère. Je disais que la langue arabe, par exemple, a ajouté deux phonèmes qui ne sont pas connus jadis, donc le A et le Ha, deux sons qui sont venus avec le contact de l'islam et de la langue arabe. Donc on a ajouté d'autres langues et stampisse une richesse phonologique et sur le plan aussi de la phonétique, c'est une richesse pour la langue amazigh. Ceci dit, que la langue amazigh, c'est une langue qui fédère toutes ces accents, toutes ces variétés qu'on appelle des fois, parce que moi, je parle pas de dialecte, par chaque dialecte, dire qu'il y a un dialecte touareg, ça veut dire il y a une langue touareg. Dire il y a le dialecte kabyle, ça veut dire il y a la langue kabyle. Donc c'est pour ça les linguistes, ils parlent de langue, et fois ils parlent des accents ou de variétés. Donc toutes ces variétés amazigh, elles sont unies dans leur système syntaxique, et aussi la richesse, elle est là dans la phonologie, mais surtout dans le lexique qui renforce cette langue en termes de synonymie. Donc la langue amazigh, c'est la langue de nombreux savants qui sont attestés à travers l'histoire, qu'elle soit la première phase qui est l'Antiquité, la deuxième phase qui est le Moyen Âge et la troisième phase qui est l'histoire contemporaine. Donc la langue amazigh aujourd'hui, c'est la langue de tous les Africains du Nord, même si il y a, par exemple, en Algérie, des gens qui ont perdu l'usage de leur langue maternelle pour des raisons historiques, mais ça reste toujours une Algérie diversifiée et renforcée avec tous ces accents. Je disais que à l'Antiquité déjà, il y avait peu de peuples qui ont inventé un système de transcription.
Les scientifiques, ils nous parlent de la présence de plus de 3000 peuples à l'Antiquité, mais il y avait seulement 26 peuples qui ont su produire, inventer, je dirais, un système de transcription. Parmi eux, les Berbères qui ont donné naissance à un système de transcription qui s'appelle le Tifina, attesté même aujourd'hui dans l'usage chez les Touaregs. Le Tifinagh, donc il est présent à travers des inscriptions de Douga de premier millénaire. Donc il y a même parce que les Amazirs ils l'ont utilisé d'abord dans l'art rupestre, mais aussi dans les tombeaux, etc. Mais généralement sur des tablettes, sur des roches, cette présence donc rocheuse et graphique, elle est restée parce que le papier, il nous a pas été transmis depuis des millénaires. Mais ça reste que cette écriture, donc elle est attestée en Libye. D'ailleurs, à l'origine, les Amazirs, ils étaient appelés les Libous. Les Libous de la Libye d'aujourd'hui et les Libyens, donc de l'Antiquité, c'est pas la même chose. Les Libyens, c'était les Berbères. Mais les Libyens d'aujourd'hui, c'est une partie d'un peuple qui s'installe depuis Benghazi à Tripoli, etc. Mais ces écritures amazighes, elles sont attestées dans Tamazra d'une façon générale, en Kabylie, en Nord-Est, je disais en Tunisie, il y a même au Maroc, un peu partout, mais son usage, il est resté pendant des millénaires jusqu'à aujourd'hui chez les Touaregs, mais surtout chez la femme Touareg, parce que la transmission du savoir se faisait dans la langue, dans la société amazigh Touareg, se faisait à travers la femme, et c'était à la femme de prendre en charge l'éducation des enfants, mais surtout de leur apprendre à écrire convenablement le tifinagh. Voilà, donc d'une façon générale, le Tifina, comment il est présent. On l'a développé à travers des claviers Unicode, à travers donc des polices de caractère. Il y a aujourd'hui, puisque le Tifina, il a été surtout réadapté à travers l'Académie berbère des années 70, et puis la CINAG, donc l'Institut royal pour la culture amazigh du Maroc, l'IRCAM, ils ont aussi développé leur propre tifinagh qui est à 80% le même que le tifinagh algérien. Donc, et sachant aussi une dernière chose, sachant que le tifinagh aussi, il est présent en Mali et en Niger, même s'il y a une variation de graphème, des fois, mais à 80%, le tifinagh, que ce soit en Mali, au Niger, en Algérie, au Maroc, etc., à 90%, et c'est de la similitude.